réactiver au moment. Donc, vous avez juste à cliquer sur J'ai compris. Vous aurez aussi constaté que, pardon, vos micros sont tous fermés, mais ils vont être réactivés au moment de la période de questions. La période de questions va avoir lieu à la fin de la présentation. Pour le bon déroulement, parce qu'on est quand même nombreux, on vous demande, s'il vous plaît, de lever la main pour poser la question. On va aussi vous encourager à être précis et malheureusement, on ne pourra peut-être pas prendre de sous-questions pour laisser la parole à tout le monde. Les questions peuvent aussi être écrites dans la boîte de conversation et on va la monitorer, puis on va bien sûr s'assurer de poser vos questions dans la limite du temps qu'on a aujourd'hui. Puis si vous le pouvez, c'est certain qu'on vous invite à garder ou à ouvrir vos caméras parce qu'on devine que c'est toujours plus agréable de parler à des visages qu'à parler à des carrés noirs vides pour ce cher Philippe Després qui est là pour nous jaser ça aujourd'hui. Puis aussi, si vous souhaitez réagir à ces propos, vous pouvez le faire avec des icônes de réaction qui sont prévues là, à cet effet-là dans vos boîtes. Là-dessus, je cède la parole à Philippe qui va nous se présenter, puis qui est là pour nous parler d'intelligence artificielle en santé. Philippe, je vous cède l'écran et les contrôles. La parole est à vous. Merci Karina, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Donc, je suis content que tu ne m'aies pas présenté comme un spécialiste de l'IA parce que c'est quelque chose que je ne suis pas. C'est une technologie que j'utilise de plus en plus, mais je ne pourrais pas affirmer que je suis un spécialiste de l'IA. Mais je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui ce que j'en sais, j'en sais dans le contexte de la santé, en fait. Donc, merci pour l'invitation. C'est très apprécié. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Donc, j'espère qu'on pourra avoir des échanges intéressants. Suite à ma petite présentation, là, j'en ai peut-être pour 15 minutes au départ pour mettre la table pour ensuite discuter. Donc, si je retrouve mon écran, je devrais être en mesure de pouvoir changer ma diapo. Ça ne sera pas très long. Voilà. Alors, vous devriez voir les définitions de l'IA. Il en existe plusieurs. En fait, j'en ai choisi deux ici. Qui sont assez simples. Donc, vous voyez, simulation de processus cognitifs humains par des machines. Donc, on essaie de reproduire ce que nous, on est capable de faire de façon assez naturelle, hein. Reconnaître un chat, reconnaître un chien. On arrive à faire ça de façon assez euh, aisée. Et la machine, par contre, pas autant. Et on va voir un peu le processus qui s'est passé depuis les dernières années, comment on est arrivé justement à faire en sorte que la machine arrive à reproduire certains processus qui sont tout à fait acquis et naturels chez l'humain. Et d'un point de vue plus informatique, l'IA, c'est un domaine émergent, je ne sais pas. On va voir tout à l'heure là, que ça fait à peu près 70 ans qu'on en parle d'intelligence artificielle, mais c'est vraiment devenu un domaine de l'informatique à part entière avec ses sous-disciplines aussi. Donc, plusieurs définitions, mais à la base, c'est qu'on essaie vraiment de reproduire des tâches qui sont à peu près exclusivement réservées à l'humain euh, jusqu'ici. Donc, à ses débuts, en fait, on peut retracer l'historique de l'IA dans les années 50 où John McCarthy a mis sur la table le terme intelligence artificielle. Mais ces réflexions-là avaient débuté aussi avec Alan Turing. Vous avez peut-être vu le film The Imitation Game, où les premières machines avec des capacités relativement euh, décentes sont apparues et là, tout de suite, se sont imposer les questions, mais qu'arrivera-t-il quand ces machines-là seront assez puissantes pour faire des choses au-delà de simples calculs mathématiques, par exemple? Donc là, tout de suite, Turing s'est posé ces questions-là et ça a amené à différentes réflexions et qui se poursuivent encore aujourd'hui. Et si je fais une historique extrêmement rapide de l'IA, et comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste de la chose, c'est ma compréhension, en fait, de ce qui s'est passé au fil du temps. Au départ, avec les machines de Turing, où là, on avait certaines capacités d'effectuer des opérations logiques, on a tenté de faire comprendre à la machine à la base de règles, en fait, comment on arrivait à décrire le monde. Donc, vous voyez l'exemple qu'on a ici, la pomme. Qu'est-ce qu'est une pomme? C'est une structure qui vient d'un arbre, qui a une couleur. Donc,
ajoutant un ensemble de règles comme ça, on pensait à l'époque qu'on allait concevoir des machines qui allaient être capables de répondre à peu près à n'importe quelle question. Étant donné qu'on allait, en quelque sorte, intégrer toute la connaissance dans ces règles-là. Et ça a fonctionné, on va le voir là, à la prochaine diapo, jusqu'à un certain point. Donc, on a réussi avec ces modèles-là à faire certaines choses, mais rapidement, on s'est buté à des problèmes. Donc, la complexité du monde, on n'arrivait pas vraiment à la capturer avec ces méthodes-là, où il fallait, de toute évidence, écrire des règles pour à peu près tous les petits détails. Et ça, au final, ça n'a pas fonctionné. Entre autres, pour reconnaître des chats et des chiens, on va voir que c'est plutôt l'approche connexionniste qui s'est imposée. Et là, vous voyez apparaître des réseaux de neurones artificiels. Donc, on s'est basé un petit peu sur l'architecture de la biologie neuronale pour essayer de reproduire en fait ces capacités-là que notre cerveau a. Donc, on a dans notre cerveau des neurones qui sont connectés entre eux par des synapses et on peut reproduire ces trucs-là de façon informatique où les ronds rangés ici sont des neurones et les flèches sont des synapses qui communiquent de l'information à l'entrée à des couches plus profondes. Et ce sont les premiers réseaux de neurones artificiels qui sont apparus de cette façon-là. Et l'idée ici, c'est de les entraîner. Donc, vous allez m'entendre aujourd'hui parler d'entraînement de ces réseaux-là. On va le voir un petit peu plus loin. Et ce qui a vraiment changé la donne dans les dernières années, c'est qu'on a réussi à faire des réseaux comme ça, mais qui sont devenus très complexes. Donc, à chaque connexion nouvelle, c'est une complexité supplémentaire. À chaque couche qu'on ajoute dans le réseau, c'est une complexité algorithmique supplémentaire, on a besoin d'une capacité de calcul accrue pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais récemment, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu cette capacité de calcul-là. Donc, on est vraiment passé de l'approche, je dirais, qu'on appelle IA symbolique à une approche connectiviste. Et on va voir que c'est ça qui a changé la donne dans les dernières années. Il y a eu quand même deux périodes assez tristes en IA. Là, on appelle ça les hivers de l'IA. À la fin, bon, il y a eu beaucoup d'engouement au début dans les années 50 quand les premières machines dignes de ce nom sont apparues, les premières capacités de calcul décentes sont apparues. Mais après ça, il y a eu un long moment où c'est pas passé grand-chose. Dans les années 80, un certain âge d'or des systèmes experts où là, on avait réussi à intégrer beaucoup de connaissances humaines dans des règles pour arriver à résoudre certaines classes de problèmes. Mais ça s'est buté ensuite. Là, on a atteint un certain mur, un certain plafond qu'on n'a pas su dépasser. Et deuxième hiver de l'IA qui est arrivé. Et là, vous voyez, jusqu'en 2011. 2012, les réseaux d'apprentissage profond sont apparus. Et là, on a eu un certain changement de paradigme. On arrivait à faire des choses nouvelles avec les approches connexionnistes. Donc, on est maintenant dans cette phase-là qui est vraiment ce qu'on pourrait appeler la renaissance de l'IA. Et trois facteurs ici qui ont contribué beaucoup à la résurgence de cette IA-là qu'on connaît aujourd'hui, qui nous permet de faire des choses extrêmement puissantes. La capacité de calcul, qui a été décuplée là, à tous à tous les 2 ans à peu près, on arrive presque à doubler notre capacité de calcul et ce rythme effréné-là continue aujourd'hui. Donc, les calculs qu'on fait aujourd'hui sont probablement très, très inférieurs à ce qu'on pourra faire dans quelques années. Et ça continue. La disponibilité de données massives aussi. Jusqu'à tout récemment, les données étaient peu accessibles. Il n'y avait pas de grand jeu de données qui a été constitué. Ça a changé la donne, d'avoir accès à des données très, très volumineuses en termes de nombre de données, en termes de variété de données aussi. Ça a changé la donne pour l'intelligence artificielle. Et les nouvelles approches algorithmiques aussi qui ont permis d'entraîner ces réseaux-là de nouvelles façons pour arriver à en tirer le meilleur parti. Donc, c'est, à mon avis, ce qui a contribué justement à l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Des jalons importants au fil de ce petit historique que je viens de faire. En 97, Deep Blue qui gagne aux échecs contre Garry Kasparov, donc machine qui bat un champion du monde. Joe Pardee aussi, Watson de IBM là, en 2011 qui a gagné. AlphaGo qui était réputé un jeu extrêmement difficile pour la machine, donc la machine de Google qui a gagné contre le champion du monde à l'époque.
Et aujourd'hui, vous avez tous entendu parler de ChatGPT et ses dérivés, donc l'IA générative, les modèles de fondation, modèles de langage de fondation aussi qui sont apparus. Et je vous montre ici, euh, quand je parlais de données massives, vous voyez ici, c'est l'image, un sous-ensemble du jeu de données ImageNet qui contient, je crois, 14 millions d'images. Et ça a été assez déterminant dans notre évolution et l'évolution des algorithmes d'IA. Donc, vous voyez, ImageNet, typiquement, ce que ça consiste à faire, c'est qu'on soumet ça à des équipes qui doivent, avec leur algorithme, reconnaître si c'est un chat qu'on voit, si c'est une chèvre, si c'est un arbre, etc. Et jusque dans les années, vous voyez, 2011, ça, c'était le taux d'erreur. Donc, une fois sur trois, la machine se trompait quand venait le temps d'identifier sur l'image ce que l'image représentait. Et là, en 2012, vous voyez le point ici à 15%. Ça a été le début de la nouvelle aventure en IA qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez les taux d'erreur maintenant qui sont rendus à peut-être 5%, peut-être encore mieux que ça aujourd'hui. Il y a des spécialistes de l'IA dans la salle qui pourront peut-être nous renseigner à ce propos-là plus tard dans la discussion. Mais en 2012, réseau AlexNet, qui a été développé par, je crois, un étudiant de Geoffrey Hinton, qui est un des trois parrains de l'IA avec Yann Lequin et Yoshua Bengio. Donc, ce réseau-là qui a permis là, soudainement de faire une espèce de saut quantique et nous permettre d'atteindre des performances très intéressantes. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a justement ajouté plusieurs couches dans son réseau. Donc, si on revient à l'image ici dans le bas de l'écran à droite, euh, ajouter des couches qui ont permis de faire une abstraction, un niveau d'abstraction supplémentaire sur euh, les données et arriver à des performances incroyables en termes de reconnaissance d'image. Donc, ces jeux de données-là ont joué beaucoup, un grand rôle dans le développement de l'IA. Et là, juste avant de, je ne suis pas tombé dans les trucs techniques, mais vous allez souvent entendre parler d'apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, et je vous explique de façon assez simple comment ça fonctionne. Peut-être en prenant l'exemple d'un jeu de données qui a été aussi assez instrumental, assez central dans le développement de l'IA. Un jeu de données qui contient des caractères manuscrits comme ça. Et une des premières tâches qu'on a soumises à l'IA, c'est reconnaît c'est quoi ce chiffre-là ou cette lettre-là. Donc, on peut penser à des clients comme Post Canada qui auraient bien envie de déchiffrer tous ces chiffres-là sur les lettres de façon automatique pour pouvoir router les enveloppes de façon automatique au bon endroit. Donc, ce jeu de données-là a été très important. Et ce qu'on faisait, et qu'on fait encore, quand on veut entraîner un réseau, c'est de présenter des images successivement et lui donner aussi la réponse. Dire, voici, ceci, c'est un zéro. Nous, en tant qu'humains, on est capable de reconnaître facilement que ce sont des zéros, des 1, des 2. Et là, l'apprentissage supervisé consiste à présenter le nombre, le manuscrit à la machine, lui dire la réponse, et si elle n'a pas la bonne réponse, d'ajuster les poids des synapses entre chaque neurone pour converger vers un réseau qui va être entraîné, qui va être capable de reconnaître ces ensembles de données-là. Donc, exemple d'apprentissage supervisé. Apprentissage non supervisé, on a dans ce cas-là des données qui ne sont pas étiquetées. On va revenir à l'étiquetage tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a pas la réponse. On ne donne pas la réponse à la machine. La machine elle-même est capable de catégoriser, de faire des regroupements de ces différentes données-là. Et ça, il y a eu un grand pas qui a été franchi, je crois, aussi autour de 2012, où YouTube et Google, il me semble, si je me rappelle bien, ont trouvé que ces algorithmes-là étaient très performants quand venait le temps de déterminer le contenu de certaines vidéos de YouTube. Donc, on a laissé la machine faire ses propres catégories et YouTube a automatiquement classé les vidéos de chats avec les vidéos de chats, les vidéos de chiens avec les vidéos de chiens. Et ça, sans qu'on ait eu besoin d'avoir des données étiquetées à l'entrée, sans qu'il y ait un humain qui a été, qui a eu à passer sur ces jeux de données-là. Donc, deux grandes classes d'algorithmes. Il y en existe plusieurs autres aujourd'hui. Quand je disais que les algos se sont raffinés, c'est qu'il y a différentes stratégies maintenant pour arriver à nos fins. Maintenant, je passe en IA santé parce que je ne veux pas m'éterniser sur l'IA en soi. Des usages typiques qu'on peut faire. Vous voyez, ici, j'ai une tomodensitométrie du poumon et j'ai un modèle que j'ai utilisé pour
segmenter automatiquement différentes structures du corps. Vous avez les différents lobes pulmonaires, vous avez les côtes, vous avez la horte quelque part là-dedans, la colonne. Donc, tout ça, il n'y a pas d'humain qui est passé là-dessus. C'est un modèle que j'ai pris. Je lui ai dit, segmente-moi ces structures-là, et la machine le fait de façon automatique. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est mieux que ce qu'un humain pourrait faire? C'est pas sûr. Mais est-ce que ça peut le faire de façon automatique? Oui, sur des grands jeux de données, oui, et c'est là l'intérêt. Si on a des milliers d'images à traiter, c'est extrêmement avantageux. Donc, un exemple de ce qu'on pourrait faire en IA santé. Autre exemple qui a trait un petit peu plus à la prise de décision. Donc, vous voyez ici, la machine a, par exemple, identifié une structure problématique dans le poumon et là, elle doit déterminer qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un truc qui est potentiellement cancéreux ou quelque chose qui est plutôt bénin? À force d'exposer la machine à différents exemples de cas bénins, de cas malins, on arrive aussi à lui faire reconnaître des choses. Donc, l'aide à la prise de décision est aussi un secteur où l'IA peut jouer un grand rôle. Et il faut se mettre aussi dans le contexte où on est en données massives. Les patients et les patientes du réseau portent un bagage de données de plus en plus grand. Et pour les cliniciens et cliniciennes, ça devient de plus en plus difficile de jongler avec toutes ces données-là. Donc, un humain avec trois, quatre variables est capable de se faire une idée, d'avoir son petit algorithme maison, son expérience qui entre en ligne de compte et prendre la bonne décision. Mais quand on est face à des dizaines, des centaines de variables sur un individu, ça devient extrêmement difficile. Donc là encore, la machine peut aider le clinicien et la clinicienne à prendre la bonne décision basée sur des patrons que la machine aurait trouvés dans les données que l'humain ne serait pas en mesure, avec ses capacités cognitives, de déterminer. Donc, autre usage de l'IA. De plus en plus aussi, on a parlé de ChatGPT tout à l'heure, le traitement automatique du langage naturel ou NLP, Natural Language Processing en anglais, nous permet, à partir de textes libres, de venir aussi extraire des informations de façon un peu plus précise. Je donne un exemple. Par exemple, moi, je traite beaucoup de rapports de radiologie. Ce sont des rapports en prose qui sont dictés par les radiologistes et qui dit je vois tel truc, je vois tel truc, je pense qu'il pourrait y avoir ça, ou je déclare qu'il y a telle pathologie avec tel degré de sévérité, ou je ne sais quoi. Donc, c'est du texte libre et souvent, nous, ce qu'on aime, c'est avoir ben, qu'est-ce qu'il y a dans l'image? Est-ce qu'il y a une pathologie? Quelle est sa sévérité? Et là, des modèles comme de langage comme ChatGPT peuvent nous aider à justement venir extraire je dirais, la moelle de tout ça, d'extraire ce qui est vraiment important de façon automatique. Donc, comme je disais, quand on a des milliers de rapports de radiologie ou des centaines de milliers de rapports de radiologie à traiter, de penser qu'un humain pourra passer à travers ça, c'est un peu irréaliste. Donc là, la machine peut venir nous aider. Est-ce que la machine est parfaite? Non. Est-ce que la machine fait des erreurs? Oui. Mais si à 95 si 95 du temps la machine a raison, bien, souvent on va être heureux. Un exemple typique ici, par exemple, des rapports de radiologie, normalement, ne devraient pas contenir le nom propre des patients, mais parfois ça arrive. Et parfois, on ne peut pas on peut pas sortir ces données-là des réseaux hospitaliers. Donc, on va passer des modèles qui vont justement essayer de nous identifier, de venir s'assurer qu'il n'y a pas de nom propre, par exemple, qui reste dans le rapport. Donc, ça, c'est une des tâches que l'IA peut faire. Et ces modèles-là deviennent de plus en plus courants. Et les modèles d'IA, ce sont des choses qu'on consomme maintenant. Moi, je suis plutôt un consommateur d'un modèle d'IA. Il en existe des centaines, des milliers, que les gens peaufinent au fil du temps, qui améliorent leur performance. Et nous, on peut les prendre, ces modèles-là, les utiliser, les mettre dans des pipelines de tâches qu'on fait faire à la machine dans des contextes bien particuliers. Donc, Hugging Face, qui est un dépôt de modèles semblables qu'on peut tout simplement prendre, utiliser et lui faire des tâches qui s'apparentent à des tâches que des humains pourraient faire. Et juste, je termine avec quelques enjeux. Bon, Monsieur Hinton ici, là, qui est un des trois parrains de l'IA, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, qui avait prédit en 2016 qu'on devrait arrêter dès maintenant on devrait arrêter d'entraîner, de former des radiologistes parce que c'est complètement évident que d'ici 5 ans, la machine va faire mieux.
Bon, je pense que récemment, il a plutôt étendu ça à 10 ans, mais on n'est pas encore là. Bon, je donne encore des cours aux radiologistes. Je donnais mon cours pas plus tard que vendredi dernier, dernier cours de la session, à des radiologistes. Donc, on n'est pas encore là, mais on s'attend à ce qu'il y ait, oui, des percées importantes. Donc, les technologies, entre autres, qui ont été utilisées pour propulser ChatGPT, maintenant s'étendent à d'autres domaines, le domaine de la vision, entre autres. Donc, on peut s'attendre aussi à d'autres gains de performance de ce côté-là. Est-ce qu'on est là? Non, pas encore. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont des embûches dans le domaine de la santé à l'IA. Et on a eu beaucoup de promesses au fil du temps. On s'est fait dire l'IA va transformer la santé. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on dit ça. Mais au final, quand on regarde sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Et on a souvent confondu les concepts aussi. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, ah, j'ai un formulaire là, qui va chercher les noms des patients dans les bases de données. Là, ça ramène ça automatiquement dans mon formulaire. Ça pré-remplit le formulaire avec les noms des patients. C'est de l'IA. Alors non, c'est pas de l'IA, c'est simplement de la transformation numérique. Et il faut faire attention parce qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté à cet égard-là dans le réseau de la santé dernièrement. Des exemples typiques, ouais, vous voyez, dans le cas de la COVID, là, il y a des centaines d'équipes dans le monde qui se sont attelées à la tâche de construire des outils d'IA qui vont nous aider à mieux gérer la COVID. Des centaines d'outils qui ont été développés, très, très peu qui ont été utiles au final. Donc, très difficile de faire atterrir ça, de faire atterrir cette technologie-là dans le réseau de la santé. On- Entre autres, parce que dans le réseau de la santé, la COVID, on l'a géré comme ça, hein, avec des cartons de couleurs, comme ça, des tableaux de bord sur les murs avec des post-it des post-it, vous voyez, jusqu'au plafond. Il faut grimper sur les chaises ici pour se rendre. Donc, c'est comme ça dans le réseau de la santé qu'on a géré la crise de la COVID. Donc, on ne peut pas espérer faire de l'IA si on procède pas d'abord à une transformation numérique. Et ça a été prédit aussi souvent, là, la disparition du fax dans le réseau. Je nommerai pas de nom, je nommerai pas d'année, mais on en a encore dans le réseau, je vous le confirme. Et nous, en fait, on s'attarde aussi, bon, l'IA au centre, oui, les technologies de l'IA sont là. Ce qu'on dit, c'est que c'est relativement mature. Mais pourquoi ça n'a pas réussi à atterrir dans le réseau? Deux choses, à notre avis. De un, il n'y avait pas d'infrastructure numérique décente pour pouvoir servir de substrat numérique, là, de substrat à cette technologie-là. Donc, elle ne peut pas prendre racine dans le réseau. Un réseau qui est basé sur du papier ne pourra pas être propulsé par l'IA, on s'entend. Donc, on travaille beaucoup à ce qui vient en amont de l'IA, les infrastructures numériques, entre autres. Et aussi, un petit peu plus en aval, comment l'humain va accepter cette technologie-là, comment il va interagir. Une fois qu'on lance une techno dans un milieu où il y a des humains, c'est toujours difficile de prédire comment les humains vont réagir. Donc, il faut s'intéresser aussi aux facteurs qui vont limiter ou qui vont favoriser l'adoption de cette technologie-là dans les milieux cliniques. Et c'est ce qu'on fait, entre autres, avec des collègues du côté de la Bavière dans un projet qui est financé par les fonds de recherche du Québec. Donc, je m'arrête ici parce que je veux laisser la place à la discussion. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. C'était un peu mon objectif ici. Je vais arrêter mon partage. Merci beaucoup, Philippe. C'est vraiment super éclairant. Je me présente rapidement. Je suis Catherine Oulelmy. Je suis co-responsable de la communauté expérience avec Karina Prévost, qui vous a accueilli tantôt. Je vais m'occuper d'animer la période d'échange. Puis, je crois qu'on a déjà des questions dans le chat. On en a une première qui vient de Karine. De quoi les grands spécialistes de l'intelligence artificielle ont eu peur quand ils ont écrit la fameuse lettre qui demandait un frein temporaire au développement de l'IA? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que plusieurs avaient leurs propres raisons. Je sais qu'il y a des spécialistes de l'IA dans l'audience qui sont peut-être plus en mesure que moi de répondre à ce type de questions-là. Mais euh, il y a été mention il y a quelques années de robots tueurs, donc des machines qui, de façon autonome, pourraient prendre des décisions de vie ou de mort sur des personnes. Euh, Bon, et- mon opinion personnelle là-dessus, c'est une opinion, c'est que c'est une technologie qu'on contrôle comme d'autres technologies. Il y a des usages bienveillants et des usages malveillants. De la même façon que le nucléaire, ça a été la même chose. Une nouvelle techno, il y a des usages bienveillants, on fait d'électricité, il y a des usages malveillants, mais c'est la même chose ici.
Est-ce que de stopper le développement de l'IA va empêcher les usages malveillants? Je ne crois pas. C'est un peu utopique de penser ça. Mais c'est une opinion. Donc, mais s'il y a d'autres dans la salle qui veulent s'exprimer là-dessus, qui connaissent mieux le dossier que moi, je les invite à lever la main et se prononcer. Les gens ont l'air d'accord avec vous. Une Parfait. autre, une autre question, est-ce que le taux d'erreur est comparable à celui des humains? Dans certains cas, oui. On pense en dermatologie pour reconnaître le caractère cancéreux ou pas, par exemple, d'un grain de beauté ou d'une lésion cutanée. Ça, c'est assez bien démontré. Pour lire des radiographies pulmonaires aussi, la machine se débrouille très, très bien. Mais la question se pose aussi souvent, est-ce qu'on ne demande pas à l'IA des choses qu'on ne demande même pas aux humains? Donc, les humains aussi se trompent dans certaines proportions et c'est comme si on avait un double standard. Comme c'était la machine, il faudrait qu'elle prenne toujours la bonne décision. Mais étant donné que c'est aussi un truc qui est faillible, là, l'intelligence humaine est faillible, donc l'intelligence artificielle aussi euh, a une marge d'erreur. Mais pour revenir à la question, oui, il y a plusieurs exemples où la machine surpasse en fait les capacités des humains. Oui. Je me permets une petite sous-question. Dans les domaines où vous identifiez que la machine est très performante, est-ce qu'on est capable d'anticiper les gains de performance dans le réseau de la santé? Ça aussi, c'est très difficile à mesurer. Ça prend peut-être des économistes de la santé qui se penchent sur ces questions-là. De toute évidence, il y a des gains d'efficience. Ça, j'en doute pas. Je pense que l'IA, pour ce qui est de l'efficience, peut contribuer grandement à fluidifier plusieurs processus. Aujourd'hui, je pense à un exemple. Présentement, depuis 2021, il y a un programme québécois de dépistage en cancer du poumon. Donc, patients, des citoyens, citoyennes qui sont à risque, donc souvent des fumeurs ou d'anciens fumeurs qui passent une tomodensitométrie basse dose, donc ça génère des milliers d'images à analyser. Si une machine arrive à faire un tri préalable pour déterminer quel cas est le plus susceptible de mener à une découverte euh, qui a besoin d'être prise en charge, ben ça fluidifie les processus. Et ça, je pense qu'il y a des grands gains. Je ne l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais les gains d'efficience sont aussi en santé à ne pas négliger. Une autre question, est-ce qu'il y a des domaines problématiques qui seraient dangereux ou non éthiques? Euh, ben, je pense qu'en santé, c'est assez acquis maintenant qu'on ne va pas laisser la machine seule décider de quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est dans la Déclaration de Montréal aussi sur l'IA responsable. Vous avez cette notion-là où il y a un humain dans la boucle en tout temps. Euh, et c'est vrai dans le domaine de la justice aussi, c'est vrai dans plusieurs domaines. Et je pense que c'est une discussion. Donc, est-ce que c'est un deuxième avis? Est-ce que c'est un second regard? Je pense ça fait partie de l'équation, mais il faut que la discussion demeure entre clinicienne, clinicien, patient, patiente, avec un nouvel interlocuteur maintenant qui est l'IA et qui propose quelque chose, mais comment interpréter ça, c'est pas nécessairement facile. Et surtout que l'IA est réputée pour être une boîte noire, dans le sens où on fournit des données à l'entrée, la machine va pondre un résultat et souvent c'est très difficile d'expliquer comment la machine est venue à cette décision-là. Donc souvent, c'est un des problèmes d'adoption de l'IA dans le domaine de la santé cliniciennes et cliniciens ou les patients vont dire ouais, mais là, je ne comprends pas comment la machine est arrivée à cette décision-là. Donc, pour moi, c'est difficile de faire confiance à ce résultat-là. Donc, ça, c'est aussi un problème dans le milieu. Il y a Karina qui a une question, puis ensuite Marie-Michel, puis on en a une autre dans le chat que je vais adresser tout à l'heure. Alors, Karina? Philippe, moi, j'ai des médecins, tu sais, je suis patiente partenaire, puis je reçois plein de soins tout le temps. Puis je me questionne beaucoup sur les connaissances de l'IA. Tu sais, mon équipe soignante ne connaît rien là-dedans. Puis c'est des soins de troisième, quatrième ligne. Puis là, moi, comme patiente,
Puis, tu sais, je pense que la question vaut pour plusieurs personnes, c'est pour ça que je la pose, là. Comment je peux me prémunir d'espèces de biais où mes médecins pourraient trop se fier à la machine ou comment je peux apprendre, comment je peux devenir une meilleure patiente là, dans toute cette progression de l'IA là, qui m'attend dans les prochaines années par rapport à mes soins de santé? Ouais, ben, je pense que comme dans de nombreux domaines, ce qui libère vraiment, c'est la connaissance. Puis, et ça veut dire encore apprendre, apprendre, toujours apprendre. Du côté des médecins, ils sont très peu exposés dans leur cursus universitaire à l'informatique en général. Donc maintenant, ils doivent travailler avec le dossier santé numérique, avec des dossiers médicaux électroniques, mais ils sont très peu exposés à tout ça. Donc la littératie numérique chez les soignants, chez les cliniciens, les cliniciennes, est pas au rendez-vous. Et il faudra aussi pallier à ça en tant que société parce que présentement, on se dirige vers un mur aussi à cet égard-là. Dans certains pays, je pense aux États-Unis, je pense à l'Allemagne, l'informatique médicale est une spécialité médicale. Donc, il y a des médecins qui se spécialisent justement dans ça et qui peuvent ensuite aussi accompagner leurs collègues dans cette grande aventure-là. Ici, c'est pas quelque chose qui est très valorisé, malheureusement. Donc, tout ce qui est santé numérique dans les cursus, dans les parcours médicaux, pas très présente et il faudrait vraiment, en tant que société, se questionner sur ce qu'on offre comme formation à nos cliniciens, cliniciennes. Marie-Michel, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, je voulais rebondir là, sur la question qui a été posée un peu plus tôt là, par rapport au domaine où est-ce que ça serait peut-être moins éthique, là. Tu sais, je pense peut-être tu sais, au travail des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales auprès de la DPJ, par exemple. On en a entendu parler un petit peu dans les médias, mais toute cette question-là, où est-ce qu'on n'est pas dans des décisions qui sont très objective, là. Tu sais, on est plus dans du subjectif, dans le détail, dans un rapport humain aussi qu'on a développé avec des parents, avec des familles, mais où est-ce que, ben là, il y a quand même une machine qui peut nous aider à faire une prise de décision. Vous avez parlé, entre autres, là, que ce soit un outil. On dirait que je me questionne un petit peu par rapport à l'imputabilité, tu sais, à travers ça, des intervenants à la fois, puis de la machine, là. Fait en tout cas, bref, je voulais peut-être aller dans ces domaines-là où est-ce que la décision peut être un peu plus subjective. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez très bien exprimé. Puis c'est pour ça que je faisais le parallèle aussi avec le domaine du droit, où on a aussi des machines qui pourraient prendre des décisions, par exemple, sur accorder ou pas une libération conditionnelle sur la base de documents qui sont traités ou de façon automatique. Et oui, pour tout ce qui touche à l'humain et je dirais aux sciences sociales, aux sciences humaines, je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur ce qui sur le rôle peut jouer cette technologie-là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a remplacera pas l'humain. Dans Pourra pas remplacer certains l'humain. domaines, je pense que c'est un outil comme un autre, c'est une technologie comme une autre qui a des capacités, qui a des forces, qui a des faiblesses. Il faut l'utiliser là où elle a de la valeur et peut-être se garder une petite gêne là où la valeur est moins démontrée. Voici une autre question dans le chat de Louis Lockhead. L'IA procure de nombreux avantages, mais comment peut-on se prémunir contre les risques associés à la perte de contrôle du développement de l'IA, notamment la désinformation, la prise de contrôle par des groupes dont les intérêts sont purement commerciaux ou militaires? Comment préserver l'éthique dans le développement de l'IA? Peut-on envisager un code de conduite pour les GAFA et autres joueurs, comme pour l'industrie alimentaire au UK? Il y a beaucoup de questions dans la même. Mais Et oui, mais je vois le topo. En fait, à la différence du nucléaire où ça prend des infrastructures puis des nations là, pour s'attaquer à ce problème-là, l'IA, les modèles sont là, je peux les consommer, je peux les utiliser. Ça prend très peu de connaissances en fait pour être en mesure de consommer un modèle d'IA et lui faire un usage malveillant. Vous en avez vu là, plein récemment, j'en suis convaincu, là, dénuder des personnes avec l'IA, pas un usage bienveillant.
propager des fausses nouvelles, générer des fausses nouvelles aussi. Ce ne sont pas des trucs qui sont bienveillants, mais c'est des trucs qui sont extrêmement accessibles. C'est très facile pour quiconque s'y connaît un petit peu en informatique de faire ces usages malveillants-là. Donc, ça devient extrêmement difficile de contrôler ça. Donc, des lois, probablement que ça va aider. Qui va être, comment on peut enforcer, entre guillemets, ces lois-là, c'est la grande question. Donc, avoir des traités de prolifération nucléaire, ça se négocie à haut niveau, ça se contrôle. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut construire une bombe atomique, mais en IA, on peut avoir des usages malveillants très facilement. Donc, ça pose d'autres questions. C'est beaucoup plus difficile, je pense, réglementer cette industrie-là que d'autres industries. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question-là et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur la planète qui se la posent présentement. Une autre question, quelles sont les limites technologiques actuelles en IA et quelles sont les nouvelles possibilités qu'apportera une nouvelle technologie comme les ordinateurs quantiques dans son développement futur? C'est une bonne question. Pour les ordinateurs quantiques, je suis ça un petit peu là, de façon, je serais anecdotique. Là. Je sais qu'il y en aura bientôt. Il y en a un à Sherbrooke, un deuxième à Montréal qui va voir le jour. Ce sont des machines qui sont conçues pour traiter certaines classes de problèmes, pas toutes. Je pense à la cryptographie, l'encryption. L'ordinateur quantique pourra faire des choses assez intéressantes de ce côté-là. Pour les applications en IA, j'en suis pas convaincu jusqu'ici. Présentement, il y a une course à la capacité de calcul. Donc, récemment, on a vu des grands joueurs comme Microsoft investir de façon massive dans des centres de données. Ils se sont rendus compte aussi qu'au Québec, il faisait froid et que l'électricité n'était pas chère. Donc là, vous allez voir pousser les centres de données au Québec. Et c'est vraiment là-dedans qu'on est parce que les grands modèles de langage, là, comme les chats GPT de ce monde, coûtent une fortune à entraîner et sont très énergivores. Donc, je pense présentement, la course, c'est pour être en mesure d'entraîner et de poursuivre le développement de ces technologies-là. Donc, il y a des investissements massifs qui sont faits du côté du matériel présentement. Une autre question, les médecins n'ont-ils pas de biais? Oui, comme tous les humains, les médecins ont des biais, de toute évidence. Puis on n'a pas touché à la question dans les enjeux, le biais dans les données. Ça aussi, souvent, l'IA va refléter ce qu'on lui présente comme données. Donc, si dans nos données, on a 80% d'hommes, 20% de femmes, et qu'ensuite on applique ça sur la population en général, ben, peut-être qu'on va avoir des surprises. Donc, c'est aussi, il faut s'intéresser aux données qui ont nourri l'IA. Le problème souvent, c'est que les biais, on ne les connaît pas nécessairement. Il y a plusieurs données qu'on ne capture pas. Par exemple, l'origine ethnique reliée aux données d'entraînement, on n'a pas nécessairement accès à ça. Alors qu'il y a des faits reconnus, des susceptibiltés plus grandes chez certains groupes de population. Et ça, l'IA n'arrive pas nécessairement à en tenir compte parce que ce n'est pas présent dans les données. Donc, ça, c'est un biais. Puis, ensuite, les médecins, oui, leur propre jugement, leur propre expérience font en sorte que les décisions qu'ils prennent sont toujours teintées par une certaine forme de biais. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait deux standards par rapport à l'IA qui devraient être parfaites et une marge d'erreur qu'on accepte chez les humains, bien, ça aussi, c'est une question intéressante, mais qui est plus d'ordre philosophique qu'on ne va peut-être pas régler aujourd'hui. La prochaine question va un peu dans le même sens, ou en fait, fait du pouce sur ça. Comment vous voyez la place des professionnels de la santé puis celle des patients dans le co-design je m'excuse, là, dans le co-design des applications de l'IA? Est-ce que cette participation-là existe actuellement? Puis sinon, comment on peut la mettre en place? On essaie de mieux faire les choses de ce côté-là. Historiquement, les communautés sur le terrain et les développeurs, développeuses de l'IA sont deux mondes qui sont souvent séparés par un mur assez étanche. Et on essaie de briser ce mur-là pour que, de un, les développeurs, développeuses comprennent très bien les problèmes cliniques. Souvent, on a vu ça, là.
des gens qui débarquent en disant, ah, j'ai une solution pour ton problème, puis la clinicienne se retourne puis dit, ben, c'est pas ça mon problème. Donc, d'avoir une mauvaise compréhension de la réalité clinique, ça, c'est arrivé souvent dans le passé. Donc, il faut absolument que ce soit des équipes multi-intersectorielles, en fait, qui se penchent sur les problèmes. De bien capturer le besoin, ça, c'est fondamental et c'est une des choses qu'on ne fait pas assez et on essaie de briser ces silos-là. Évidemment, les cliniciens et les cliniciennes sont souvent des gens très, très occupés, donc c'est difficile de les rejoindre. Euh, il y a une certaine gêne aussi toujours de la part des développeurs de déranger, mais il faut absolument qu'il y ait cette fertilisation croisée-là qui opère pour qu'on puisse arriver à faire des solutions qui vont être utiles sur le terrain. Parce que autrement, on a souvent développé des trucs qui se sont révélés à être inutiles. Là. Dans le cas de la COVID, c'est un bon exemple là, de plusieurs outils qui, au final, n'ont pas eu le succès espéré parce qu'il y avait une mécompréhension de ce qui se passait sur le terrain souvent. Donc oui, je pense que ce sont des aventures qui sont intersectorielles. Il faut absolument que tout le monde participe, incluant les patients et les patientes qui ont leur mot à dire et qui ont souvent le mot juste pour nommer les choses et bien l'expliquer et tout le monde est illuminé et disent pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Ben, c'est ça. Souvent, avoir un patient ou une patiente dans la pièce, ça change souvent la donne. Qu'est-ce qui se dessine pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la boîte noire? Moi, je vois, par exemple, j'ai présenté des images tout à l'heure par exemple, j'ai une boîte noire qui me dit sur une radio pulmonaire, voici, ici j'ai un pneumothorax, ici j'ai une pneumonie, ici j'ai ça. Donc, je l'ai dit, on a des modèles très matures qui sont en mesure de catégoriser en 14 pathologies des radiographies pulmonaires. Et là, ce qu'on voit apparaître, ce sont non seulement la décision, mais aussi une carte qu'on superpose sur l'image et qui dit au clinicien ou à la clinicienne où l'IA a regardé pour prendre sa décision. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, que les pneumothorax, mais il y avait une structure externe là, qui était peut-être un drainage là, qui avait été posé. Et c'est comme ça que la machine arrivait à prendre la décision. Mais de plus en plus, on va présenter le résultat, mais aussi une certaine forme de où le réseau a porté son attention pour prendre sa décision. Et ça, de plus en plus, on voit ces choses-là apparaître. Et ça, c'est un des facteurs qui contribue à donner de la confiance au clinicien. Le clinicien, si la machine dit quelque chose, puis le voit que regarder à mauvaise place sur l'image pour prendre sa décision, on va dire, ah ben non, mais je ne peux pas faire confiance à cette décision-là. Donc, je pense que de plus en plus, on arrive à ouvrir la boîte noire et faire en sorte qu'on a des décisions qui soient interprétables et explicables. On a une autre question de Karina. Ton micro. Oui, oui, ben c'est ça. Excusez-moi. Philippe, on en parle, en tout cas, on n'en parle pas assez, je trouve, mais tu sais, l'environnement dans tout ça, je suis consciente que vous n'êtes pas un expert de la chose, là, votre expertise est ailleurs, mais il va y avoir un coût énorme environnemental avec toute l'arrivée de l'IA, l'électricité, etc., etc. Pourriez-vous nous en parler un peu? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben, tout à fait. Et c'est une bonne nouvelle que les grands joueurs de ce monde se tournent vers le Québec pour leur centre de données et leur centre de calcul parce qu'on a de l'énergie propre. Euh, quand je, Quand je vois des gens s'amuser avec ChatGPT pour leur faire écrire une chanson sur le thème à la Serge Laprade sur tel truc ou je ne sais quoi, bon, peut-être qu'en arrière, il y a un centre de données en Virginie qui est alimenté en électricité, qui a des produits avec du charbon. Donc, on fait rouler, c'est des cycles de processeurs qu'on fait rouler comme ça euh, pour s'amuser. Et oui, il y a des coûts environnementaux énormes dans l'entraînement de ces modèles-là. Ça consomme beaucoup d'énergie et il faut se poser la question. Toute l'externalité de ça, des coûts, là, il faut l'adresser, entre guillemets, il faut l'aborder.
Et c'est un enjeu que ça doit aussi entrer dans l'équation quand on regarde les bénéfices de ces technologies-là. Il ne faut pas qu'il y ait plus de mal que de bien qui ressortent de tout ça au final. Et le coût environnemental est une des variables de l'équation. Est-ce qu'avec le temps, il va y avoir une économie d'énergie, puis ça va, enfin, oui, Oui, ça? ben en fait, le matériel lui-même consomme beaucoup moins qu'il consommait. Euh, les générations de matériel d'il y a 5 ans consommaient déjà beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui. Et plus ça va, plus en tant qu'humanité, on arrive à concevoir des puces qui sont très peu gourmandes en énergie. Donc, les téléphones sont probablement le meilleur exemple de ça. Où on a réduit de façon très grande l'énergie qui est consommée par ces processeurs-là. Donc, on est dans la bonne direction, mais encore là, c'est du développement technologique à venir. Merci. Patrick, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ben, tout d'abord, merci beaucoup, mon cher Philippe. Très intéressant. J'ai aimé que tu as fait la distinction entre transformation numérique et l'intelligence artificielle. C'est important. Puis on parle beaucoup de littératie en santé. Moi, je suis un patient partenaire. Donc, quand on accompagne les patients, Mais j'aurais une question. On parle de la montre intelligente. Je sais qu'il y a un pays en Europe qui est l'Allemagne qui, leur ministère de la Santé, finance en partie la montre intelligente, qui génère des données, notamment fréquence cardiaque, pression sanguine et tout ça. Euh, Ça, c'est de l'intelligence artificielle ou c'est de la gestion C'est parce qu'ils s'en servent, les professionnels s'en servent vu que le ministère octroie une forme de subvention aux patients pour porter cette montre intelligente-là. Est-ce que vous croyez que la montre intelligente va devenir un outil qui va aider à poser des diagnostics, Oui, à mais aider les patients? c'est une source de données, en fait, à la base. Donc, cette montre-là fournit des données qui ensuite peuvent être valorisées à travers de différentes façons. Donc, entre autres, par exemple, par l'IA. Ça, c'est possible. Donc, mais la montre elle-même est surtout l'outil qui sert à sentir le monde, à capturer la donnée, qui permet ensuite de prendre des décisions. Donc, vos battements cardiaques sont là, mais ce qui prend la décision sur si vous faites de l'arythmie ou pas, c'est un algorithme un peu plus bas dans la chaîne. Mais la montre est là pour capturer la donnée à la base. Bien sûr, il peut y avoir des algorithmes qui sont intégrés à la montre elle-même, mais typiquement, ce qu'on voit, c'est que ces données-là doivent aller vers un serveur distant pour être valorisées. C'est le modèle actuel des Fitbit et autres de ce monde. Oui, parce que j'écoutais à Canal Savoir, il y avait quelqu'un de l'Université du Québec à Montréal au niveau du développement de l'intelligence artificielle. On parlait d'une brosse à dents où il y avait des capteurs au niveau des petits poils qui pouvaient, en temps réel, quand tu te brossais les dents, envoyer à ton dentiste un résumé de l'état de santé de ta bouche. Tu fais de la plaque, tu n'as pas passé ta... Ah, mais c'est rendu complètement fou. Ben, il Ça, faut c'est... faire, ouais, c'est ça. Il faut faire attention Ça, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui exploitent aussi l'IA à toutes les sauces. Et OK. c'est pour ça qu'on parle de littératie numérique, être capable de distinguer ce qui est pertinent et intéressant de ce qui était un petit peu plus futile et moins intéressant. Donc, oui, dans le domaine de la recherche, l'IA a été un buzzword là, depuis plusieurs années, ça l'est. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans le hype là, du buzz. Excusez-moi les anglicismes ici, mais c'est tout ce qui me vient en tête. Euh, il faut être prudent. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en mesure d'avoir un petit kit d'autodéfense intellectuelle, je dirais, par rapport à tout ça, savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Mais souvent, il faut distinguer la capture de la donnée de son traitement par la suite. Les données qui peuvent servir pour entraîner des réseaux de neurones ou des modèles d'IA ou qui peuvent être simplement traités par ces modèles d'IA déjà entraînés qui vont produire un résultat, une décision par la suite, par exemple. Merci beaucoup de faire ces éclaircissements-là. Merci. On va prendre une dernière question. Denis, vous avez la parole. Oui, ben merci beaucoup, Philippe, pour ta présentation et tes réponses. J'ai peut-être une question un peu chienne, là, mais est-ce qu'on a besoin de l'IA? Puis,
Ma question est posée dans le contexte je dirais, du complexe médico-numérique. Là. Je veux dire, tu sais, on va investir beaucoup d'argent là-dedans, mais tu sais, c'est quoi le bénéfice qu'on a au bout du compte de détecter, je ne sais pas, Ouais. notre cancer C'est une du très bonne côlon? question. Puis, ouais, effectivement, moi j'ai déjà dit dans le passé, lâchez-moi avec l'IA, là, un peu pour paraphraser un ministre qui a dit ça à propos des gaz à effet de serre. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les gros gains qu'on va faire dans le domaine de la santé ne viendront pas de l'IA, selon moi, ils vont venir plutôt de la transformation numérique. Hein, je parlais là, des fax, je parlais du papier. Quand on va réussir à se débarrasser de ça, on va faire des pas de géant dans la logistique hospitalière, dans tous les processus, les procédures, dans la sécurité aussi de l'information. Il y avait un reportage pas plus tard que la semaine passée, là, des médecins, je crois, dans la région de Sherbrooke, qui disent ouais, le nouveau système de labo, il y a des résultats de labo qui se perdent dans le néant. Là. Donc, c'est extrêmement dangereux. Donc, quand on aura réglé ces trucs-là de transformation numérique et qu'on aura des assises numériques solides, je pense qu'il y aura des très grands gains pour le réseau, pour les patients et les patientes aussi. L'IA, c'est un peu la cerise sur ce Sunday-là. Dans le fond, une fois qu'on a accès à ces données-là, là, on est en mesure de pouvoir les valoriser pour faire des choses extrêmement intéressantes. Et comme je le disais, on n'a pas nécessairement besoin, mais ça va faciliter notre vie dans plusieurs domaines. Et ne serait-ce que pour avoir une seconde opinion sur un truc où ça apporte de la valeur, je pense. Et ça ne va pas nécessairement révolutionner le domaine de la santé. Je pense que la révolution va venir plutôt de la transformation numérique que de l'IA. Il faut vraiment bien distinguer les deux. Mais l'IA et cette cerise-là sur le Sunday qui va faire en sorte que dans certains cas bien précis, on aura beaucoup, beaucoup de valeur, je pense, qui sera dégagée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, d'être là. Puis merci beaucoup. Si vous voulez bien ouvrir vos micros pour applaudir Philippe, dire merci Philippe, c'était vraiment très, très apprécié. Super présentation, facile à comprendre, bien vulgarisée, puis très ouverte, belle discussion. Bref, on a bien apprécié. Donc, et on apprécie beaucoup votre collaboration et votre ouverture d'avoir été là pour notre première expérience et notre première expérience du midi. Ça fait grand plaisir, Karina. C'était très agréable pour moi. Ben, super, merci, merci, merci. Bon, ben nous, ça achève. On va vous dire que tout à l'heure, vous allez recevoir un court sondage qui va nous aider à nous améliorer. Vous l'avez entendu, c'était une première. On espère qu'il va en avoir plusieurs. Donc, si vous prenez la petite minute pour répondre à notre sondage, ça va nous aider à aller plus vite, plus loin, de meilleure façon. Avant de partir, on aimerait vraiment ça, si vous aviez une petite intention, écrire un mot. Qu'est-ce que vous retenez de cette belle présentation-là dans le chat en un mot? Lâchez-vous là, écrivez-nous un petit quelque chose. Avec quoi est-ce que vous repartez de cette conférence-là? Puis, quant à nous, là, la communauté Expérience du Midi, on revient le 29 janvier. Écrivez ça à vos agendas avec Jean-Pierre Després, qui est directeur de Vitam, qui est aussi un grand expert de la santé durable, et Guy Poulain, qui est un des rares patients partenaires, co-directeur d'une chaire de recherche. Ils vont venir nous jaser de santé durable. C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut mieux prendre soin de notre santé, mieux prévenir pour moins guérir? C'est des grands concepts peut-être, mais ils vont essayer de nous rendre ça intelligible puis facile à comprendre. Puis c'est des gens super passionnants, vraiment intéressants, qui vont nous proposer encore, comme Philippe l'a fait aujourd'hui, une super belle conversation. On va envoyer des invitations à la proposition sur nos réseaux sociaux, comme on le fait aujourd'hui pour la rencontre d'aujourd'hui. J'espère que vous serez là. Ben, en attendant, on vous souhaite un super temps des fêtes. Portez-vous bien, soyez heureux, puis on espère vous revoir au mois de janvier. Si je peux me permettre, Karina, j'ai inscrit dans le chat ceux qui veulent s'inscrire à la communauté expérience. Vous pouvez être à ce moment-là informés de toutes les activités de cette communauté-là. Alors, merci à tous. Joyeuse fête à tout le monde. Joyeuses fêtes tout le monde, puis on vous libère là-dessus. Bonne journée. Joyeuse fête.